Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Référendum constitutionnel. À la directrice générale des élections a animé une conférence de presse ce mercredi à son siège. Lors de la rencontre, la DGE a annoncé la levée de la suspension de certains partis politiques. Détail à suivre. Et puis en cette saison pluvieuse, les tapissiers qui confectionnent les fauteuils traversent un moment difficile. Cela s'explique par l'absence de la clientèle et l'exposition des fauteuils confectionnés sous la pluie, ce qui entraîne alors à dégradation. Le cri de cœur de ces entrepreneurs informels dans un instant. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. À l'approche du référendum du 21 septembre 2025, la directrice générale des élections a animé une conférence de presse au siège de l'institution. Elle a présenté le bilan des actions déjà réalisées et rassuré sur le niveau de préparation du scrutin. Elle s'est également prononcée sur la suspension de certains partis politiques. Reportage à Germaine Mansari. Concernant la suspension du RPG, de l'UFDG et du PRP, la directrice générale de la Direction générale des élections a pointé des irrégularités dans la gestion interne de ces formations, notamment sur le plan financier et statutaire. Parce que le congrès, c'est tellement bien organisé, c'est comme un gouvernement. Le congrès, tel que c'est dans les statuts. Pour ceux qui veulent les consulter, on vous mettra à disposition. La composition des organes de direction. Si vous regardez les décisions telles qu'il doit revenir, il ne revient même pas au président celui de prendre une décision de sanctionner quelqu'un. Il y a un conseil de politique. Une fois que le bureau exécutif, selon leur statut règlement intérieur, se réunit, prend une décision, il revient au conseil politique de l'appliquer. Donc ça veut dire que le conseil politique va se réunir en réunion à tel jour à date, après la décision suivant l'examen tant en temps, telle personne est suspendue ou est sanctionnée pour telle période. Suspendue pour 90 jours en raison de la non-tenue de son congrès, l'Union des forces républicaines de Sidya Touré a été autorisée de reprendre ses activités. Ça veut dire qu'il n'y a même pas d'alternance au sein de votre propre parti, conformément au statut règlement intérieur. C'est vous qui dites que vous allez au congrès pour changer. L'UFR était dans la même situation. Mais si vous faites des statuts et règlements intérieurs à l'image d'un gouvernement, forcément ça va vous rattraper. Je prends le statut règlement intérieur, je n'aime pas citer les partis du PDN. Vous savez que son président peut assister au congrès même par comme ils ont dit, l'éthique, hein, les nouvelles technologies de l'information. Donc ça veut dire qu'il est resté là-bas, il a participé au congrès, mais c'est dans leur statut règlement intérieur. La DGE appelle l'ensemble des formations politiques au respect des textes en vigueur. Elle assure que les préparatifs du référendum suivent leur cours. L'institution électorale réaffirme son engagement pour un scrutin transparent et inclusif. Et lors de cette conférence de presse, la directrice générale des élections a annoncé la levée de la suspension de 3 partis politiques. Il s'agit de l'Union des forces républicaines, du PDG RDA et du Parti de l'Unité et du Progrès. Une annonce qui suscite la réaction du secrétaire général par intérim du PDG RDA, Djibabari. Le PDG RDA avait déjà enregistré la levée de sa suspension. Avant cette annonce, informe le secrétaire général par intérim du parti. Donc, ce n'est pas une surprise pour Mangamori Bangoura. C'est les derniers mois de 2024 que notre suspension avait été levée. Et on a été gratifié d'un satisfecit pour prouver que le PDG RDA a effectivement rempli les conditions. Alors, maintenant pour l'UFR, pour le PUP, évidemment, eux aussi, ils étaient sous le coup de la suspension. Alors, quand j'apprends aujourd'hui que la suspension des 2 partis, PUP et l'UFR, sont levées, c'est, disons, une joie. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il n'y a pas d'animosité dans l'exercice de la démocratie en Guinée. Selon lui, la suspension des partis politiques qui ne sont pas dans les normes n'est nullement une action qui vise à faire du mal à quelqu'un. C'est plutôt une mesure démocratique, précise-t-il. Ce n'est pas par une volonté manifeste que
les autorités exigent des partis politiques, n'est-ce pas, certaines conditionnalités. Si cela se fait, c'est parce qu'il y a de quoi. D'autres formations politiques comme l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel restent suspendues pour non-conformité au regard de la charte qui gouverne les partis. Mangamori Bangoura invite les responsables de ces partis à œuvrer pour leur retour sur la liste normale de ceux qui doivent légalement exercer les activités politiques. Ils n'ont qu'à se mettre en règle. On ne peut pas se faire appeler parti politique et que tu ne sois pas en règle. Un parti politique fonctionne selon les règles instituées par le ministère de l'Administration du Territoire. Pendant ce temps, la Cour suprême a rendu ce jeudi 4 septembre 2025 à sa décision dans l'affaire qui oppose l'UFDG au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le parti de Cellou Dalein Diallo a été débouté dans sa requête suite à l'interdiction de l'organisation du congrès de son parti par le MATD. Dans sa décision la plus haute juridiction à la matière a déclaré le recours introduit par l'UFDG irrécevable. Et puis le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée plaide pour la réouverture des médias dont les agréments sont retirés depuis mai 2024. Bani Sidibé souhaite rencontrer les religieux pour solliciter leur implication afin de trouver une solution à cette crise qui cause des dommages aux promoteurs de ces médias privés et à leurs travailleurs. Reportage à Mamadou Tanouba. Cela fait plus d'1 an que les médias privés fermés par les autorités guinéennes ne travaillent pas. Cette situation pousse aujourd'hui l'activiste de la société civile Bani Sidibé à prendre de nouvelles initiatives pour faire bouger les lignes. Il plaide pour une solution entre Guinéens pour éviter que cette fermeture ne soit définitive. Après une année de fermeture et de retrait de l'agrément des médias, je vais parler d'espace, de films et de diamants. Je pense que le moment est venu pour nous les Guinéens de trouver une solution à la guinéenne. Parce que si c'est le manquement des cahiers de charges, il faudrait qu'on retravaille, qu'on essaye de trouver une solution le plus vite que possible. Parce qu'imaginez-vous aujourd'hui, les équipements que ces Guinéens ont payés, ils ont mis dans leur appareil et dans leur entreprise. Aujourd'hui, après, ces équipements sont en train de se gâter inutilement. Je pense que nous sommes des Guinéens, quelle qu'en soit la sanction, on ne doit pas aller vers une sanction définitive. Bani Sidibé, dans sa démarche, mise sur une implication des religieux pour trouver une solution au problème, car c'est des milliers d'emplois qui sont à l'arrêt depuis le retrait des agréments. C'est pourquoi nous, dans notre plaidoirie, nous ne cherchons pas à savoir qui a raison, qui a tort. C'est de se retrouver autour d'une table en tant que des Guinéens et qu'on trouve une solution à la guinéenne. On essaie de surprendre le monde. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en Guinée, et que ces cas arrivent et qu'aucun religieux, tout le monde croise les bras alors que vraiment c'est triste. Et c'est pourquoi nous interpellons d'abord le grand imam de Conakry, nous interpellons aussi Monseigneur Vincent Koulibaly et à tous les autres religieux, tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour vraiment laisser des différentes coordinations pour qu'on se retrouve autour d'une table et qu'on mette en place une délégation pour aller voir le ministère de l'information et de la communication parce que c'est lui qui a signé l'arrêté. Pour Bani Sidibé, cette situation qui n'a que trop duré doit trouver solution pour le bonheur des médias fermés et du public. À Seguirine, un incendie s'est déclaré dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 septembre 2025 dans une maison du quartier à Téléladi. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, les dégâts matériels sont en revanche importants. Reportage signé Ousmane Osekondé. Un véhicule, des vêtements et plusieurs autres biens de valeur ont été entièrement réduits en cendres. Selon les témoins, tout serait parti d'une épaisse fumée qui a envahi la maison. L'office est déclaré aux environs de 4 h du matin, réveillant brutalement toute la famille. Doussounabe raconte que la famille a tout perdu dans cet incendie. Quand on était dans la chambre, ma grande sœur nous a appelés. Morimba, Morimba, levez-vous. Il y a du fumée dans la salon. Quand nous sommes sortis, moi je suis partie directement vers la chambre de ma maman, taper la porte. J'ai dit, maman, lève-toi, il y a le feu. Elle me dit que non, laissez la voiture, ils vont envoyer la voiture. Je dis, hey, c'est pas ça, il y a le feu. Quand on est sorti maintenant, on a vu le feu a pris la maison. Les voisins sont venus nous aider avec les sapeurs-pompiers là. Il y avait l'argent dans la chambre de ma maman,
Les papiers, il y avait tout là-bas, mais tout s'est brûlé. Rien n'est sorti. La victime insiste sur la gravité des pertes et réaffirme son besoin urgent de soutien. Je demande à l'autorité de nous aider. De nous aider. On n'a rien maintenant, on a tout perdu. Le président doit nous aider. Avec le ministre de la Sécurité, il doit nous aider. Vraiment, on n'a rien, tout est parti. Tout est brûlé. Alerté par la situation, Sarata Doumbouya s'est rendu sur les lieux pour tenter de maîtriser le feu. Mais malgré les efforts déployés, la maison a été totalement consumée. Ce matin, à 5 h, on nous a appelé qu'il y a eu le feu chez ma sœur à Télélagui. Donc on est venu, on a un moyen pour éteindre le feu, mais malheureusement, ça est retardé, tout est brûlé ici. Donc il n'y a pas quelque chose qui est sorti, même la voiture, tout est brûlé. Donc nous prions des autorités pour nous aider. Les sapeurs-pompiers sont finalement arrivés, mais trop tard pour sauver les biens. Pour l'instant, l'origine exacte de l'incendie reste inconnue. Je vous l'annonce en titre, la tapisserie est un métier important pour l'embellissement des habitations et d'autres espaces comme les lieux de travail à travers les fauteuils confectionnés. Mais en cette saison pluvieuse, les tâches sont difficiles pour les pratiquants informels de la profession. L'abondance des pluies sur les fauteuils à vendre et la rareté de la clientèle sont entre autres les difficultés auxquelles ils sont confrontés pendant cette période. Michel Yomba Wendono et Mohamed Lamine Dafé. Dans plusieurs ateliers de tapisserie de la capitale Conakry, la saison pluvieuse s'impose comme une rude épreuve pour les pratiquants. Leurs ateliers, souvent installés au bord des routes ou des hangars. Pendant cette période des grandes pluies, ces tapissiers se retrouvent entre difficultés financières et rareté des clients. Amadi Traoré, tapissier à Yimbaya Tannery, raconte. Actuellement, le travail du tapissier est difficile sous la pluie. Parfois, s'il pleut, je ne peux pas travailler. La pluie est abondante, on ne peut pas exposer les fauteuils. C'est difficile. C'est entre autres nos difficultés pendant ce temps. C'est pas facile. Il y a des... De Jimbaya, nous nous sommes rendus à Simbaya où nous avons trouvé Mohamed Kamara, maître tapissier. Là aussi, les difficultés ne manquent pas dans leur quotidien. Comme beaucoup d'ailleurs à Conakry, lui et sa marchandise sont exposés aux intempéries. Par manque d'espace suffisant, Mohamed est obligé d'utiliser les moyens de bord pour défier la pluie. Nous n'avons vraiment pas où faire entrer nos fauteuils. Pour les protéger contre la pluie, on achète les batchs et on met dessus. On n'a vraiment pas un lieu de stock. Malgré tout, ces fabricants de fauteuils et autres accessoires d'embellissement gardent le courage d'exercer le métier avec le temps. C'est là même si certains le font dans le désespoir. La Guinée affronte la Somalie ce vendredi au Mandela National Stadium de Kampala. C'est au compte de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 12 h à GMT. Une occasion pour le Sili national de relancer ses espoirs de qualification. Confiant avant ce match, le défenseur central guinéen Mokhtar Diarabi est au micro de Germaine Mansari. On sent le groupe confiant, on s'est bien entraîné, on s'est bien préparé. On va essayer de gagner ce match tout simplement demain et en tout cas on a donné le maximum aux entraînements pour pouvoir réussir notre mission. Oui, clairement, parce que ça a été un échec au match aller. On a manqué énormément d'occasions, on va essayer d'être plus perspicace devant le but. On va essayer d'être réaliste et essayer de marquer et pas encaisser de but. Déjà, il faudrait être concentré, mettre énormément de motivation. Voilà, on sait qu'il y a un nouveau groupe, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. On va essayer de donner le maximum, accompagner tous ces joueurs. Mais tout simplement, on va essayer de retrouver des bonnes sensations, retrouver une bonne mentalité, parce que c'est vrai que ça a été compliqué ces derniers moments. Non, on va essayer de gagner le match retour. C'est vrai que ça a été un match compliqué pour nous la dernière fois. On n'a pas su mettre les occasions qu'on avait. La Somalie a très bien joué le coup, et puis la Somalie a très bien joué le coup, et puis nous, c'est à nous de déjouer les pièges de la Somalie pour pouvoir gagner demain.
Et pour finir, le Togo vient d'écrire une page inédite dans la lutte contre le paludisme. Depuis le 1er septembre 2025, le pays est devenu le premier en Afrique à déployer à l'échelle nationale le vaccin R21 Matrix M, une décision historique rendue possible grâce à une forte volonté politique et au cofinancement des doses par le gouvernement. Commentaire à Hawa Mansare. Ce choix tranche avec la démarche progressive adaptée ailleurs. La cible principale reste les enfants de moins de 5 ans qui concentrent à eux seuls 34% des cas et près de 2 tiers liés au paludisme dans ce pays. Avec plus de 60% des consultations encore dues au paludisme en 2022, la menace reste omniprésente, particulièrement en saison des pluies. Le vaccin administré en 4 doses entre 5 et 15 mois sera donné à environ 269 000 enfants dès cette première phase couvrant les 39 districts sanitaires. L'initiative est saluée par l'Organisation mondiale de la santé, surtout que ce produit est spécifiquement adapté aux nourrissons, premiers touchés par le paludisme. Mais l'Afrique reste l'épicentre de la maladie et les experts reconnaissent déjà que l'éradication à l'horizon 2030 n'est pas réaliste. L'enjeu est donc de réduire la mortalité infantile tout en rappelant que le vaccin ne remplace ni les moustiquaires ni les traitements précoces. Le Togo ouvre une brèche. Reste à savoir si les autres pays suivront le même rythme et surtout si cette promesse vaccinale saura se traduire par des vies sauvées sur le terrain. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la télé du développement. Au revoir.